Nous sommes en guerre. Madame, je vous vois sourire et je ne vous ai pas dit de qui est cette phrase. Monsieur, pareillement, je ne vous ai pas rappelé le contexte dans lequel elle s'inscrit. Et pourtant, il aura suffi de ces 4 mots pour que toutes et tous, réunis dans cette salle, nous fassions un saut 6 ans en arrière. Mais alors, pourquoi? Pourquoi certaines paroles traversent les années, voire les siècles, sans jamais s'effacer? Pourquoi certaines paroles ne meurent jamais? Nous sommes en guerre. Ces paroles sont ancrées parce qu'elles s'inscrivent dans un contexte historique déterminant. Elles ne sont pas juste prononcées d'ailleurs, elles sont assumées, elles sont porteuses de responsabilité, elles deviennent des marqueurs temporels et parfois même, elles viennent se faufiler dans notre quotidien. La preuve, je suis prête à parier que certains dans la salle ne se séparent plus désormais de leur petit flacon de gel hydroalcoolique. Et je sais que j'ai gagné mon pari parce que j'en vois un là. Nous sommes en guerre. Bien sûr que ces paroles ne s'envoleront pas. Elles ont été prononcées par le président de la République française. Autrement dit, avec le personnage vient l'attention qu'on lui accorde. Et il n'en est pas moins de « I have a dream » ou encore de « je pense, donc je suis ». Mais se limiter à ces idées-là, c'est trop se limiter. Parce que parmi les paroles qui restent, celles qui ne meurent jamais, beaucoup n'ont aucun quota de popularité. Parce qu'après tout, l'histoire est faite de grands hommes qui n'ont rien dit qui dure. Et elle est aussi faite de gens ordinaires dont une phrase, une seule, a changé une vie. Ça peut être un « je crois en toi » de la part d'un professeur. Ça peut être un « tu n'es pas seul » de la part d'un psychologue. C'est peut-être même, pourquoi pas, une phrase prononcée un soir de juillet par des finalistes de concours d'éloquence. Ce genre de paroles nous tendent la main et nous disent « je te vois ». Ce genre de paroles, au lieu de nous effacer, viennent nous faire renaître. Ce genre de paroles, nous les avions entendues, mais beaucoup mieux que cela, nous les avions écoutées. Certaines paroles ne connaissent pas la mort parce que nous décidons de les faire vivre. Alors, pèse sur nous la sagesse de choisir les bons mots à planter, les bonnes paroles à cultiver et la mémoire qui devra en fleurir. Parce qu'avec un peu de chance, ça nous évitera très certainement d'entrer en guerre. Vous, monsieur, oui, on vous a sûrement déjà dit, vous avez les yeux de votre mère. Et vous, peut-être, vous avez le même caractère que votre père. Ce sont des phrases banales,
des phrases de repas de famille. Mais moi, personne ne peut me dire ça. Je suis née en Chine et j'ai été adoptée en France. Je ne connais ni le visage de ma mère biologique, ni la voix de mon père biologique. Je ne sais pas si mon rire vient de l'un, si mon caractère vient de l'autre, ou si mon incapacité à être à l'heure est entièrement de ma responsabilité. J'ai forcément le visage de quelqu'un. Simplement, je ne sais pas de qui. Alors ce soir, mesdames, messieurs, j'ai décidé d'organiser un procès. L'accusé est ici. C'est mon histoire. L'accusation dispose d'un dossier solide. Pièce à conviction numéro 1, un début de vie dont les premières pages sont vides. Je possède un lieu, une date de naissance, quelques documents administratifs, mais sur la seule question qui m'intéresse vraiment, pourquoi le dossier est absent? Pourquoi est-ce que j'ai été abandonnée? Je n'en sais rien. Et comme on déteste les cases vides, alors j'ai rempli la mienne. Je me suis dit que si j'avais été abandonnée, c'est parce qu'il y avait forcément quelque chose qui, dès le départ, en moi, ne méritait pas d'être gardé. Bon, c'était absurde, évidemment. J'avais 2 semaines. 2 semaines. À cet âge-là, mes principaux défauts devaient être de pleurer, de rôter un peu trop fort et de ne participer à aucune tâche ménagère. Mais pourtant, cette idée est restée. Pièce à conviction numéro 2. L'amour. Lorsque quelqu'un s'attachait à moi, j'avais développé une stratégie imparable. Devenir froide, détachée et parfois même cruelle. Je blessais avant d'être blessée, je partais avant qu'on me quitte. Et puis, le jour où tout s'effondrait, je pouvais au moins prétendre que je l'avais choisi. J'appelais ça de l'indépendance parce que peur panique d'être abandonnée une seconde fois est un peu moins flatteur. Et à ce stade, l'affaire semble entendue. Mon histoire m'aurait condamnée à répéter sans cesse la même scène. Quelqu'un m'aime, j'ai peur, je détruis tout, la prison parfaite. Puis j'ai rencontré un homme. Et pour être honnête, il n'a pas effacé mon histoire, il n'a pas écrit sur les pages blanches, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus simple. Il m'a aimée, clairement, sans me demander de l'aimer en retour, sans me demander de lui promettre quoi que ce soit. Il m'a tout simplement dit ce qu'il ressentait. Et pour la première fois, je n'ai pas réussi à me convaincre que je m'en fichais. Pour la première fois, quelqu'un comptait davantage que mes mécanismes de défense. Alors j'ai fait quelque chose qui, pour moi, demandait un courage immense. Je suis restée. Parce que je l'aimais davantage que je n'avais envie de fuir. Alors, je ne saurai jamais si j'ai comme vous les yeux de ma mère. Je ne saurai jamais si j'ai comme vous le caractère de mon père. Et j'aurai peut-être toujours peur de perdre l'homme que j'aime. Mais ce soir, il est là, dans cette salle. Il me regarde, il me soutient, et je vois dans ses yeux qu'il m'aime. Alors je te promets de toujours continuer de me battre contre mon histoire pour que jamais elle ne nous sépare. Bravo. Permettez-moi de vous poser cette question pour commencer. A-t-on le droit de priver les générations futures de nos expériences? En 1915, Albert Einstein a établi la théorie de la relativité générale, théorie qui a permis à l'humanité de comprendre les lois qui régissent l'espace et le temps, les lois qui régissent l'univers. Pourtant, malgré son génie, Albert Einstein n'a pas établi cette théorie ex nihilo. Il s'est tenu sur l'épaule des géants. Il s'est appuyé sur la mémoire de ses prédécesseurs comme Isaac Newton, Galilée Kepler, James Maxwell et bien d'autres. À l'instar d'Einstein, l'humanité ne peut réaliser de grandes choses, ne peut avancer que quand elle utilise comme béquille la mémoire des anciens. De nos jours, tous les progrès que nous avons réalisés sur le plan social, politique, économique, scientifique, technologique sont la résultante, les fruits
de la capitalisation des expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tristes ou heureuses. Et de nos jours, force est de constater que l'humanité fait preuve de beaucoup de diligence, d'ingéniosité dans la transmission de la mémoire. Toutefois, il y a un domaine crucial où la transmission de la mémoire semble bégayer, semble s'enrayer. C'est la guerre. Vous le savez, la guerre, telle une fatalité, semble être corollaire à l'existence humaine. Ce qui, en soi, est un paradoxe absolu, dans la mesure où la guerre s'attaque à ce que les hommes ont de plus cher, à savoir la vie, à savoir la liberté. Pourquoi continuons-nous à faire la guerre? Pour moi, la réponse réside dans l'oubli, dans l'amnésie, dans la mémoire sélective qui escamote la réalité, l'essence même de la guerre. Ouvrons un livre d'histoire sur la guerre et regardons un film, un documentaire sur la guerre. Que voyons-nous? Nous voyons des récits héroïques, parfois poétiques. Nous voyons des hommes bien habillés qui signent des traités dans des palais splendides. Nous voyons des super-hommes qui sont plus surhommes que les surhommes de Nietzsche. Nous voyons des peuples qui fêtent la victoire. Quelle indignité, la victoire quand on parle de la guerre. La guerre, ce sont des familles brisées. Ce sont des lignées qui disparaissent. Ce sont des femmes et des enfants qui perdent leur innocence. La guerre, c'est l'ennui, c'est la maladie, c'est les conditions atroces des soldats anonymes. La guerre, c'est tout simplement le cancer de l'humanité. Et la persistance de l'humanité dans cette chose horrible qu'est la guerre montre à quel point l'oubli peut être fatal à l'humanité. Car l'oubli condamne l'homme, tel Sisyphe avec son rocher, à répéter ad vitam aeternam les mêmes bêtises. Pour finir, la mémoire est la chaîne qui relie les différentes générations. L'oubli est la rouille qui peut ronger et détruire cette chaîne. Et en aucun cas, nous ne devons permettre à la rouille de s'attaquer à notre chaîne. Nous avons le devoir absolu de préserver, vaille que vaille, les droits, je dis bien les droits à la mémoire des générations futures. Je vous remercie. Je vais vous faire une petite confidence. Si vous étiez venu chez moi dimanche dernier, aux alentours de 16h42, vous m'auriez très probablement trouvé dans une posture d'une immense dignité intellectuelle, allongé de travers sur mon canapé. Et peut-être que certains d'entre vous m'auraient dit « Mais quelle glandeur !» Et ils auraient eu raison, parce que le canapé, dans l'imaginaire, c'est le lieu de la paresse. Pourtant, ce soir, mesdames et messieurs, je vais essayer de vous montrer que le canapé est un lieu de résistance. Eh oui. Je vois vos regards. Qu'est-ce qu'on y fait sur un canapé? On désobéit. On désobéit à cette société qui voudrait que chaque être humain soit un projet. On désobéit à cette société qui voudrait que même le repos soit rentable. C'est dans ce monde-là que le canapé est un scandale. Mais je vais vous proposer de voyager un petit peu avec moi, si vous voulez bien, dans le temps. Et on commence au XIXe siècle avec Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Freud est un des premiers à comprendre qu'en allongeant son patient sur un divan, il parle autrement. Bah oui. On n'est plus en représentation quand on est allongé. On n'est plus sommé d'exister. On parle. Tout simplement. Et ça, dans le contexte de la révolution industrielle au XIXe siècle, c'est déjà un acte de résistance. Mais voyageons encore un petit peu plus loin. Vous connaissez sans doute le siècle des Lumières et les salons et cafés littéraires parisiens. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait circuler des informations, des idées, des colères aussi parfois,
Et ces canapés se retrouveront parfois dans la rue, dans des barricades un siècle plus tard. On y formule, dans le confort de canapé, des idées, des colères qui sortiront dans la rue. Le canapé n'y est plus un objet individuel, ça devient un objet politique. Et mesdames et messieurs, combien d'événements historiques ont éclos dans une banquette de canapé? Combien d'émeutes, combien d'insurrections, combien de révolutions ont pris leurs racines assis confortablement autour d'un canapé? Et ce sont les mêmes canapés qu'on retrouve 2000 ans plus tôt, dans la Grèce et dans la Rome antique. Que font-ils? Ils s'allongent dans des canapés. Une grappe de raisin dans la main, un verre de vin dans l'autre, on échange, on débat. Le banquet de Platon. Aristophane et Socrate sont assis, ils parlent d'amour, ils échangent, ils se contredisent, ils forgent des concepts qui éclaireront les siècles. Et combien de philosophes, combien de poètes se sont affranchis de l'ordre établi de leur famille et ont forgé dans le seuil des canapés des idées qui traverseront le monde entier? Et puis, mesdames et messieurs, il n'y a qu'à prendre l'étymologie du mot. Canapé, konopé, konopé, konopeum, konopeum, konopeion en grec. Vous pouvez vérifier qu'il signifie un lit entouré d'une moustiquaire. C'est-à-dire que, à l'essence même du mot, le canapé est déjà une forteresse. Autrement dit, mesdames et messieurs, l'humanité a été protégée par les moustiques dans la jungle par le canapé. C'est donc le tout premier acte de résistance de l'homme face à la sauvagerie de la nature. Alors, mesdames et messieurs, dimanche prochain, aux alentours de 16h42, quand je serai allongé de travers dans mon canapé, je ne m'excuserai pas. Je relèverai la tête et je penserai à Aristophane, à Platon, à Socrate, à Freud, au siècle des Lumières. Et je dirai: mais je ne suis pas vautré. Je résiste. Si tu répètes ce qu'on a fait à ta maman, je vais me suicider. Hé, toi! T'es gay? T'es gay? Attends, je vais te monter en l'air. T'es parti parler au keuf. Maintenant, tu vas payer. Vas-y, cours! Cours! L'affaire Liana, l'affaire Noam, l'affaire Louis. 3 faits divers. Un point commun. Dans chacune de ces affaires, la victime a d'abord été frappée par des paroles. La peur, la menace, l'emprise. Voici le résultat des mots. Avant de briser un corps, on brise une volonté. Avant de taper ou tuer, on annonce la violence. On fait comprendre à la victime que le danger est là. Et lorsqu'elle est pétrifiée, on agit. Et oui, c'est bien plus facile, parce qu'une victime terrifiée est une victime désarmée. Mesdames, Messieurs, dans notre société, voici le résultat des mots. Il y a des crimes de sang, mais il y a aussi des crimes de mots qui sont leurs complices. Alors c'est vrai qu'on ne nous a pas tout dit. Nos parents et nos professeurs, eux, nous disaient: il faut parler en société, il faut parler les paroles, oui, la communication non violente, c'est la clé. Se battre, c'est mal. Il faut débattre pour se faire comprendre. Mais ce qu'ils ont oublié de nous dire,
c'est qu'il y a des mots plus violents que les coups et des paroles qui sont complices de la violence physique. Faire usage du langage, ce n'est pas renoncer à la violence, c'est souvent lui donner une autre forme. Alors certains vont nous dire, et je les vois venir, peut-être qu'il y en a dans la salle. Oui, mais parler, ça permet d'éviter le conflit. Et puis, vous savez, en démocratie, au Parlement, hein, discuter, ça permet de pacifier la société. Et moi, j'ai envie de leur répondre. Est-ce que discuter au Parlement des violences conjugales a changé quelque chose? Non. Est-ce que discuter au Parlement des violences de rue a changé quelque chose? Non. On a des agressions, des émeutes, des mouvements sociaux de plus en plus radicaux. Dans les faits divers, comme à l'Assemblée, les mots nous ont trahis. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution lorsque les mots ne nous protègent plus de la violence et qu'ils la nourrissent? Mesdames, Messieurs, après des années d'inaction, il est temps de frapper fort avec une justice capable de nous protéger. On veut des magistrats de guerre avec des moyens, du personnel, du budget. On veut des actes d'une justice forte. Oui, c'est ça qu'on veut. On a assez parlé. On a assez concerté. On a assez écouté. Maintenant, il est temps d'avoir le courage d'agir. Étrange. Nous vivons aujourd'hui une époque très étrange. Alors que nos certitudes s'effondrent et que nous avons l'impression de perdre pied, le monde semble vaciller et partir en vrille. Nous ne contrôlons rien. Et si jadis nous voulions des vérités simples et fondamentales, aujourd'hui plus que jamais nous sommes en quête de transparence. La transparence, cette lumière salvatrice qui nous libère et qui déchaîne les liens de l'ignorance. Seulement, pourquoi cette impression d'étouffer? Pourquoi est-ce que l'atmosphère semble si lourde? Réfléchir une fois, deux fois, trois fois avant d'appuyer sur le bouton publier? Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant que la fameuse parole ne soit trop vite interprétée et que vous soyez la cible d'agressions verbales. Alors j'ose poser la question. Et vous avec moi, la transparence est-elle devenue une tyrannie? Pour couper court, certains vous diront non, la transparence ne serait point une tyrannie, puisqu'elle a donné du pouvoir et de la voix à ceux qui n'en avaient pas. Les gouvernements sont tombés, les tyrans sont morts, la transparence nous a libérés, et nous voici. L'argumentation tient, le discours est cohérent, mais la transparence, nous en avons exigé aussi de nos amis, de nos parents, de ceux que nous aimions, de nos compagnes et de nos compagnons, de simples humains. Vous le savez tout comme moi, le tribunal des réseaux sociaux n'épargne personne. Dites une parole de trop et vous serez, vous aussi, assis sur le banc des accusés. Et si vous pensez que la parole vous condamne, alors le silence est 2 fois pire. Faites une nuance, un seul secret, et vous êtes vous aussi condamné. La sentence se propage à la vitesse des likes et des repartages. Mais dans ce tumulte, que fait le cœur? Pouvons-nous vraiment avoir confiance dans une société où tout se sait et où tout devrait se savoir? Car je le dis et je le pense, la confiance commence là où la transparence s'arrête.
Je choisis de savoir ce que je veux. Et je choisis d'ignorer ce que je ne veux pas. Si l'on sait tout de vous, on vous contrôle. Pourrais-je vraiment aimer et avoir confiance si je contrôle? Bien sûr que non. Prenez l'exemple du verre. Lui, il est clair, lisse et transparent. Et pourtant, il se brise sous la pression. Nous, simples humains, comme des mortels, faits et faits de chair, de contradictions, de secrets, d'énigmes, de vertiges, d'intimité. Pouvons-nous supporter cette pression? Êtes-vous prêt à dire tout ce que vous avez sur le cœur? Vous exigez que les puissants vous dévoilent leurs secrets. Êtes-vous prêt à faire de même? Je vous pose la question. Sartre, Jean-Paul Sartre disait que l'humain est condamné à demeurer libre. Avait-il raison? Avait-il tort? Je vous invite à y répondre vous-même. Mais si finalement la liberté se résumait à avoir le choix de savoir ce que l'on veut et le choix d'ignorer ce que l'on ne veut pas. Le cœur de l'humain est une forteresse inviolable et sans nos secrets, nous ne sommes rien. Avons-nous perdu la tête? Ne savons-nous plus faire la différence entre mentir, cacher et être intime? Mentir, vraisemblablement, c'est tromper. Être intime, c'est préserver un espace où l'on n'a rien à prouver. Nos amis, nos parents, ceux que nous aimons. Alors la transparence est nécessaire. Une démocratie sans transparence est un navire sans gouvernail, est un voile éternel qui ne sera jamais levé. Mais dans nos âmes vit le secret et toute la nuance qui fait de nous des êtres humains. Embrassons la transparence, mais avec modération. Choisissons la confiance et l'amour à la place. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'aimerais vous dire non. Paraître sophiste, mais ce soir, je choisis la carte de l'honnêteté. Et permettez-moi de vous le dire avec vérité. Il est possible d'être heureux, quand bien même les autres ne le sont pas. Tenez, prenez ce concours. À sa fin, il y aura un gagnant bien heureux et des perdants malheureux. C'est un fait. En effet, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et pour certains, c'est peut-être infect, mais c'est comme ça. Et je vous vois venir à me dire, c'est trop facile à dire. Pour vous le prouver, raisonnons par l'inverse. Si l'heureux ne peut l'être que si les autres le sont. Cela voudrait dire qu'il faudrait attendre que le dernier des malheureux, parmi les milliards que nous sommes, trouve sa fin heureuse. Le monde serait bien ténébreux en attendant. Avec regret, coincés dans nos secrets, nous serions entourés de désespoir. L'heureux a donc le devoir de l'être, le devoir de mettre du beau dans de l'air pour que les spleens de la vie ne deviennent pas maîtres. Le devoir de savourer chaque instant du quotidien. Et lorsqu'il oublie à quel point il est chanceux qu'à la vue du malheureux, qu'il se rappelle qu'il porte des lunettes taille bonheur. L'heureux a le choix. L'heureux est capable de transformer son univers. Bien sûr, il n'est pas question de se pavaner sur tous les toits et d'être ostentatoire.
Mais l'heureux ne peut pas, que dis-je, ne doit pas se cacher. Plus encore, l'heureux se doit de tendre la main à celui qui n'en a plus les forces. Il y a peu, le monde de Liana s'est écroulé. Pourtant, vous et moi, nous sommes là à se pavaner de regarder des gens faire de l'éloquence. Car vous et moi savons qu'être malheureux, ça ne peut la ramener. Alors, n'est pas Peter Parker qui veut, mais à de grands pouvoirs sont attachés de grandes responsabilités. Ainsi, en choisissant de ne pas être heureux lorsque vous en avez la possibilité, en réalité, vous faites des malheureux. Alors j'avais initialement choisi le canapé est-il un lieu de résistance? Et j'avais préparé un sujet dessus, mais en voyant Kylian faire sa plaidoirie, je me suis dit que ça ne valait pas le coup, qu'on allait entendre des redites et qu'il était mieux et qu'il était préférable de respecter les valeurs de l'école en improvisant grâce au public sur un autre texte. Je fais quelque part un coup de poker ce soir avec vous. En cette période de Coupe du Monde, c'est en quelque sorte mon changement à la 90e. J'espère qu'il sera concluant. Donc le sujet était bien parler, est-ce bien penser? Alors, j'ai pu réfléchir pendant les quelques minutes qui ont succédé au passage de Kylian sur ce sujet. Bien parler, qu'est-ce que ça veut dire finalement? On a à être franc, on a à parler juste, on a à être un beau parleur, un beau charmeur peut-être. Tout cela, c'est bien parler. Un beau parleur s'exprime bien. Il essaie de vous vendre quelque chose, il tape à votre porte. Et également, celui qui parle bien essaye de vous convaincre d'une certaine idée, comme nous ce soir. Mais est-ce que cela véritablement est bien s'exprimer? Car quand on s'exprime bien, généralement, on associe ça quotidiennement au nombre de mots débités en certains temps, par exemple, ou bien au panel de mots choisis. On a donc le vocabulaire et sa qualité. On parle en familier, on parle en courant, ou bien on parle en soutenu. Et on parle souvent de la jeunesse. La jeunesse, on dit qu'elle s'exprime mal. On dit qu'elle parle mal, on dit qu'elle pense mal. Mais qu'en est-il véritablement? Certes, on s'aperçoit plutôt que la jeunesse utilise de moins en moins de vocabulaire. Et que c'est dégressif avec les années. Donc les plus âgés d'entre nous parlent avec un panel plus large, tandis que les plus jeunes avec un panel plus réduit. Néanmoins, les jeunes s'expriment peut-être davantage. Et cela peut être considéré comme bien pensé. En effet, les jeunes parlent avec leur cœur. Les jeunes et la génération Z, notamment dans le monde du travail, n'hésitent pas à s'exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les informations, quand on parle aux gens autour de nous. On s'aperçoit que les gens, certes, libèrent davantage la parole. Qu'il y a quelques années, on peut notamment le voir sur les documentaires INA, les gens répétaient des choses avec certes un grand panel de vocabulaire, mais c'était peut-être un peu creux. Peut-être que c'était les mots qu'ils ont entendus chez leurs parents ou bien au bistrot. La génération Z, elle, s'exprime grâce à Internet avec un panel beaucoup plus large. Non pas un panel de vocabulaire, mais un panel d'idées. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, on est devant des idées qui sont différentes, beaucoup plus qu'il y a 50 ans, par exemple. Et donc, je conclurai là-dessus. Je pense que les jeunes, et les futurs jeunes, qui seront plus jeunes que moi dans l'avenir, parleront peut-être avec moins de mots, mais parleront avec leur cœur. Et pour cela, ils s'exprimeront et ils penseront peut-être mieux que nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ma qualification, au final, j'avais théorisé sur l'éloquence au service du pouvoir. Et je vous avais invité à prendre le pouvoir avec les mots. Mais si le silence était aussi une forme d'expression du pouvoir, je me tais. Je vous analyse. Je vous observe.
C'est gênant, n'est-ce pas? Le silence crée un mystère. Il suscite le respect. Il intimide. Tout comme mon regard. Ne détournez pas les yeux. La nature, l'être humain a horreur du vide. Alors vous allez chercher à le combler, très certainement en parlant à tort et à travers. Et là, vous allez délivrer des informations compromettantes sur vous. J'ai donc tout intérêt à vous faire parler, parce que l'information, c'est le pouvoir, et le silence, c'est la capacité à garder le contrôle sur l'information. Vous avez aussi des personnes qui parlent, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Elles s'écoutent parler, et elles n'attendent surtout pas un avis ou un conseil que de toute façon elles seraient en incapacité de recevoir, car également en incapacité de se remettre en question. La seule chose qu'elles attendent, c'est juste leur validation à travers votre regard. Le silence, il peut aussi provoquer de l'incompréhension, de la colère, de la violence. Exemple, face à un mur, vous avez tendance à perdre le contrôle de vos émotions. Votre conjoint, votre conjointe vous ment. Vous le ou la confrontez. Il ou elle reste impassible. Et là, vous pétez un câble. Et vous finissez par passer pour l'hystérique que décrivaient Freud et Breuer, alors que la seule chose que vous cherchiez à faire, c'était de défendre votre moi intérieur. Vous auriez pu fuir la relation, vous auriez pu ghoster, vous auriez pu couper les ponts, mais vous ne l'avez pas fait. Dans la séparation, la dispute, la parole, c'est une façon de garder un lien pour ne pas admettre que c'est la fin. Et cela révèle une incapacité à faire son deuil. Face aux injustices, vous avez tendance à vouloir vous justifier, à répondre par les mots. Mais quelle importance que l'on vous juge. Si vous connaissez votre vraie valeur, alors préservez votre énergie, préservez votre charge mentale. Face à des accusations, il n'y a pas nécessairement besoin de se défendre. Et c'est le droit de garder le silence de l'accusé, du présumé coupable qui se tait le temps d'élaborer une stratégie avec son avocat. Le silence n'est donc pas une soumission. Le silence, ce n'est pas une absence. Le silence, c'est une présence amplifiée. C'est une démonstration de maîtrise. Donc, apprenez à vous taire pour prendre de la hauteur, prendre du recul, pour construire une meilleure version de vous-même. Apprenez à rester discret, à disparaître, passer inaperçu, comme un agent secret qui ne cédera pas sous la torture. Personne ne vous posera de questions, personne ne vous verra venir. Et vous êtes peut-être la pire personne, le ou la meilleure stratège. Mais en tout cas, le silence, c'est bien l'arme des forts et l'arme des personnes qui savent se détacher. Et vu qu'il me reste un peu de temps, je veux vous rappeler une chose que vous savez. Le silence, c'est aussi celui que laisse une personne qui est morte, un être cher. Je veux donc qu'on observe une minute de silence pour toutes les personnes qui ont comblé votre vie. Ces personnes que vous n'entendrez plus rire, vous faire rire. Et même si les mots ne remplacent pas le manque, en tout cas, des fois, savoir s'exprimer, exprimer ses émotions avec des mots, parfois, ça fait du bien. J'ai un rêve. I have a dream. Que le prénom d'un enfant ne soit plus jamais écrit sur une banderole. Depuis quelques semaines, je pense comme vous, je suis en boucle sur l'affaire Liana. Et je pense que cette affaire, elle révèle une défaillance collective. Car s'il faut un enfant pour élever, un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour que cet enfant se fasse violenter. Alors certes, on écoute la parole des enfants.
mais on l'écoute de la même manière qu'on regarde sans voir, qu'on écoute sans entendre. Et parfois cet enfant, quand il se livre et qu'on ne l'écoute pas, on lui fait perdre l'espoir. Et parfois l'espoir, cet enfant, c'est tout ce qu'il a. On a besoin d'institutions qui sont fortes. Et le tribunal, c'est quoi? Le tribunal, c'est le langage qui fait renoncer la violence. Et aujourd'hui, nos tribunaux, ils sont en grève. Parce qu'il y a trop de peines qui sont classées sans suite. On utilise souvent l'allégorie de la balance pour décrire la justice. Mais je crois qu'il y a des droits qui pèsent dans notre justice plus que d'autres, comme la présomption d'innocence, comme le droit à un parent de voir son enfant, mais un week-end sur 2, même s'il est incestueux. Quand est-ce que le droit des enfants à être protégés, à être en sécurité, vaudra plus que ces autres droits-là? Parce que là, ce qu'on remet en question, c'est le fonctionnement des agresseurs, qui, eux, estiment que leur plaisir sexuel vaut plus que la souffrance d'autrui. Alors, que va-t-on dire? Que certains droits en valent plus que d'autres? Et pour mener ce combat, je crois qu'il n'y a pas meilleure arme que le langage. Alors vous me direz, que peuvent les mots contre les coups? Mais les mots ont gagné tant de batailles. Ce sont les mots de Gandhi qui ont rendu à l'Inde son indépendance. Ce sont les mots de Mandela qui ont fait cesser l'apartheid en Afrique du Sud. Ou encore les mots de Badinter ou Simone Veil, qui ont permis la dépénalisation de l'avortement et l'abolition de la peine de mort. Les mots, c'est ce qui nous rassemble tous. C'est ce qui fait qu'un agresseur, au lieu d'être isolé, il peut parler à un psychologue. Parce que dire « moi, j'aime les enfants », peut-être un peu trop. Ce n'est pas un crime. Dire « j'ai envie de voler quelque chose à quelqu'un parce que je lui envie ce qu'il a ». Ça non plus, ce n'est pas un crime. Vouloir tuer quelqu'un parce qu'il nous énerve et nous pourrit la vie, ça non plus, ce n'est pas un crime. Et vous savez ce qui est un crime? C'est de passer à l'action. Alors il nous faut un État qui est puissant, un État qui dissuade les agresseurs de passer à l'action. Cicéron disait déjà, 100 ans avant Jésus-Christ, que la loi ne permet pas seulement d'appliquer des peines à ceux qui sont coupables, mais elle permet surtout de prémunir la récidive. Alors aujourd'hui, on n'a plus l'appel des 343 salopes, qui ont permis à des milliers de femmes en France de se faire avorter aujourd'hui légalement. Mais on a l'appel des 500 mamans protectrices qui parlent de ces familles où elles ont dû protéger leur enfant contre un proche incestueux. Et j'espère que le langage permettra de renoncer à la violence. Merci. Cette femme est grosse. Cette phrase vous choque? Quelque chose vous dérange peut-être? En tout cas, ça vous titille, ça vous perturbe. Vous auriez plutôt dit, cette femme a des rondeurs, cette femme est forte. Pourtant, la réalité est bien simple. Cette femme est grosse.
Mais vous avez peur. Vous avez peur que l'on vous taxe de grossophobie, de haine. Vous avez peur que l'on vous balance à la figure les mots de carcans sociaux et de haine. Et pourtant, la réalité n'est pas ça. Vous préférez modifier. Vous prenez tel mot, plutôt que d'autres, et vous modifiez tout votre propos. Et c'est là tout l'enjeu du problème. Il est dans ce fossé creusé entre la parole et la pensée. Alors, il y a évidemment le problème habituel qui est de trouver les mots exacts pour dire ce que l'on pense. Mais le plus souvent, et dans la plupart des cas, c'est de cela qu'il s'agit, nous savons précisément quel terme choisir. Mais nous optons délibérément pour un propos un peu décalé, un peu sur le côté. Cela s'explique assez simplement. La pensée est faite d'idées qui jaillissent, qui bondissent, qui surgissent de ça et là, de notre esprit. Et ce bouillonnement discontinu, on ne le contrôle pas. On ne le contrôle absolument pas. Et c'est cela qui fait peur. Et d'ailleurs, Nietzsche le dit un tout petit peu mieux que moi, mais juste un tout petit peu. Il dit, en fait, il s'étonne. Pourquoi est-ce qu'on dit « je pense » ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire « ça pense en moi » ? C'est beaucoup plus exact. Et ce qui nous sauve la mise, à nous tous ici, et dans le monde, c'est que personne n'a accès à notre esprit. Ça n'est audible que pour nous. Mais dès lors que l'on choisit de donner accès à notre pensée, de l'exprimer, eh bien nous construisons des rails pour que le chemin de notre pensée file bien droit. Et oui, dans notre société, la parole se doit d'être neutre. Elle doit être lisse, elle doit être plate, pas trop d'accro, surtout pas personnelle. Parce que aujourd'hui, des minorités deviennent majoritaires, oublient l'essentiel de leur combat et s'engagent dans des débats de plus en plus absurdes. Et donc, évidemment, nous, chacun de notre côté, on a peur d'être pointé du doigt, et donc on emprisonne notre parole. Alors ce soir, je vous en conjure, colorez votre parole. Donnez-lui ses ailes, donnez-lui une teinte. Je vous supplie de lui rendre sa liberté. Merci beaucoup. Le silence est souvent perçu comme une absence, comme un vide qu'il faudrait absolument combler. Et pourtant, certains pensent que le silence en dit davantage que les mots. Combien de fois j'ai entendu dire « tais-toi si t'as rien à dire ». Moi, le grand bavard. Et pourtant, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans la nature même, le silence est un langage à part entière. Mais alors, peut-on vraiment considérer le silence comme un moyen de communication
et un mode d'expression aussi fort que les mots eux-mêmes. Et pour rien vous cacher, c'était quelque peu désarçonnant et inédit pour moi d'envisager de parler du silence dans un lieu qui, de prime abord, ne s'y prêterait pas. Concours d'éloquence. Mais je parie que chacun d'entre vous dans cette salle, il est fort probable que vous avez dû avoir une expérience avec le silence. Il ne peut pas en être autrement. Le silence, il peut présenter plusieurs aspects. Le silence malheureux qui pèse et le silence qui transcende, qui galvanise. Alors, le silence malheureux. Est-ce que parmi vous, alors qu'il est en train d'énoncer une vérité, qu'il est en train de dire juste un « je t'aime », et pour seule réponse, il a une absence de réponse, un silence glacial. Mais fort heureusement, il y a le bon silence. Moi, en tant que coach de foot, j'ai eu la chance de connaître le silence dans un vestiaire, mais pas n'importe quel silence. Le silence qui galvanise. Juste avant un match, on est sur une bonne série, et là, pas besoin de grands mots, pas besoin de discours. Les regards suffisent. 20 bonhommes qui se prennent entre les bras, qui se regardent, et avant d'un match, et on se dit « Franchement, rien ne peut nous arriver ». Vous avez déjà connu cette sensation-là ? Moi, je l'ai connue. Est-ce que vous avez connu aussi, et je vous le souhaite, à tous ici dans cette salle, tous, de connaître un moment de silence, mais un silence qui donne la chair de poule, comme j'ai dit, qui transcende. On se regarde, on n'a pas besoin de dire un mot, on est avec un proche, une personne qui compte pour nous. Et là, on s'est compris. Vous voyez ce dont je veux parler là ? L'instant éclair, l'instant furtif, la puissance du regard. Quand on tient et on, comment dirais-je, une forme de synchronicité. Et là, on n'a pas besoin de dire grand mot, on s'est compris, on se sait. Alors, comment arriver à connaître ce silence-là, ce silence qui fait du bien ? Je vais vous dire. À notre époque, le silence est quelque peu vu comme un anachronisme. Ouais. À l'heure de l'effervescence, à l'heure du buzz permanent, à l'heure où c'est le dernier qui a parlé qui a raison, à l'heure où c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Mais j'ai envie ce soir que tout le monde transmette ce message-là et redonner sa lettre de noblesse au silence. Parce que comme cela, on retrouve une forme de connexion, d'écoute, d'empathie, de bienveillance et la quintessence de la connexion. Le bon Dieu nous a donné, le bon Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, peu importe comment vous le désignez, il nous a donné une langue et une bouche pour parler, mais il nous a aussi donné des oreilles, il nous a donné le cœur, il nous a donné les reins, les tripes pour ressentir. Merci beaucoup pour ce silence d'éloquence partagée et merci de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, chers jurys, en vous regardant à l'instant, je me suis demandé quelque chose. Parmi toutes les paroles que nous allons entendre aujourd'hui, combien seront encore dans nos mémoires demain ? Et puis, je me suis rappelé que c'était précisément le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai toujours trouvé cela étrange. Une parole ne met parfois qu'une seconde à sortir de notre bouche. Une seconde. À peine le temps de claquer des doigts, et pourtant, certaines mettent des années à quitter le cœur de celui qui les a entendues. Comme une empreinte que le temps n'efface jamais totalement. Comme nous l'a très bien énoncé Sonia auparavant,
les mots restent. Pourquoi ? Pourquoi certaines paroles ne meurent-elles jamais ? Chaque jour, nous prononçons des milliers de mots. La plupart disparaissent aussitôt et c'est presque normal. Si nous devions nous souvenir de tout ce que nous avons entendu dans une journée, nous serions probablement submergés. Mais parmi tous ces mots, certains restent. Ils s'accrochent, ils persistent, comme des échos qui refusent de disparaître. Je suis prêt à parier que chacun ici porte en lui une phrase dite il y a longtemps, une phrase qui a laissé une trace. Car voyez-vous, les paroles sont étranges. Elles ne pèsent rien, elles ne se voient pas, et pourtant, elles peuvent être plus lourdes qu'un souvenir tout entier. Comme nous le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quelques mots seulement, et pourtant, des décennies plus tard, ils continuent de résonner, comme si certaines paroles refusaient de mourir, et ce n'est pas qu'une impression. Les enquêtes de l'IFOP sur le bien-être et l'estime de soi des jeunes montrent que beaucoup semblent avoir été durablement marqués par des paroles, des remarques ou des jugements reçus au cours de leur vie scolaire ou personnelle. Comme quoi, quelques mots peuvent parfois laisser des traces bien plus longues qu'on l'imagine. Puis, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Puis, la vie m'a apporté une réponse que je vais vous partager. En décembre dernier, j'ai perdu ma grand-mère et pourtant, certaines de ses paroles continuent de m'accompagner chaque jour. Sa voix s'est tue, mais ses mots, eux, sont restés. Comme nous le rappelait Victor Hugo, la parole est un pouvoir. Et quel pouvoir ? Un simple « je suis fier de toi » et quelqu'un ose avancer. Un simple « je crois en toi » et quelqu'un se relève et ose participer à des concours comme je le fais aujourd'hui pour cette finale d'éloquence. Mais l'inverse est tout aussi vrai, car certains mots détruisent, pas toujours avec violence, pas toujours avec intention, mais parfois seulement par répétition. Une remarque, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'au jour où ces paroles cessent d'être des paroles. Elles deviennent une blessure. Que dis-je, une blessure? Une blessure invisible, mais persistante. Et c'est peut-être là que se trouve la réponse. Certaines paroles ne meurent jamais car elles changent simplement de place. Elles quittent la bouche de celui qui les prononce pour vivre dans la mémoire de celui qui les reçoit, comme un écho qui continue de retentir longtemps après que la voix s'est tue. Alors, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi certaines paroles ne meurent-elles jamais, mais plutôt que reste-t-il de nous dans les mots que nous laissons aux autres ? Parce qu'au fond, nous oublierons peut-être le visage de celui qui nous a parlé. Nous oublierons peut-être le lieu et même le moment. Mais ce qui est sûr, mesdames et messieurs, c'est que nous n'oublierons jamais ce que ces paroles nous ont fait ressentir. Et c'est peut-être pour cela que certaines paroles ne meurent jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il existe des vérités que les mots ne suffisent pas à dire. Face à une toile, face à une mélodie, face à un corps qui danse, quelque chose en nous s'émeut, se souvient, se reconnaît, avant même que la pensée n'ait eu le temps de le comprendre. Mais c'est là qu'on en vient à cette question, est-ce que les arts sont-ils un langage ? Et on ne parle pas de la grammaire ou du dictionnaire, mais de celui qui est plus ancien, plus profond, celui de l'émotion partagée. Donc d'abord, je vais parler dans un premier temps des mots, l'art où les mots vont s'arrêter, puis ce qui rassemble au-delà des frontières qui nous séparent. Parler, c'est choisir ses mots. Mais il y a des émotions trop vastes, trop anciennes pour tenir dans une phrase. L'art, lui, ne choisit pas ses mots, il les dépasse. Prenons la couleur. Le bleu, lui, évoque le calme, la mélancolie, ou on peut le comparer au ciel infini ou à l'océan. Le rouge, lui,
il est puissant, il est profond, il crie de la passion. Le danger, la vie qui bat fort. Aucun mot n'est prononcé, et pourtant, tout est dit. Directement, sans détour, à même la peau, à même le cœur. Prenons la danse. Un corps qui bouge peut raconter une histoire sans même évoquer un mot, sans une seule syllabe. Prenons Michael Jackson. Quand sur scène, il glisse avec son moonwalk, pourtant il n'y a pas de langage particulier utilisé, mais pourtant, le monde entier le comprend. Et pour tout le monde, c'est une énergie libérée, une joie communicative partagée, lisible dans chaque mouvement, sans besoin de traduction. Là où la langue hésite, cherche ses mots, l'art avance, sans détour, vers droit ce que l'on ressent. Une langue s'apprend, elle se traduit et parfois se perd. L'art, lui, ne demande aucune traduction. Si on reprend avec Michael Jackson, ses chansons ont traversé des continents, ont traversé des pays et des générations. Que l'on comprenne l'anglais ou non, que l'on soit né au Japon, au Brésil ou en France, on se comprend, on se suit, on reconnaît ce rythme, cette voix, ces émotions. La musique n'a pas besoin d'interprètes pour toucher des millions de cœurs à travers le monde. Et c'est là que se présente toute la beauté de ce langage. Il n'impose pas une seule vérité. Deux personnes peuvent ressentir des émotions complètement différentes face à la même œuvre. On peut entendre exactement la même chose, mais avoir des souvenirs complètement divers. Contrairement aux mots, qui cherchent tout le temps à dire une chose précise, l'art, lui, laisse à chacun la liberté de ressentir les choses à sa manière. Il ne s'adresse pas à la raison, il s'adresse à ce qu'il y a de commun en chacun de nous sous la différence. Donc oui, l'art est un langage, mais un langage sans alphabet, sans pays, sans époque, sans règle unique. Merci. Donc à la 3e place du public, Raphaël Battista. Bravo. Bravo. À la 2e place, vous avez décidé d'élire Kylian. Bravo. Et votre choix de cœur, peut-être, c'est Maëlle. Bravo. Bravo. Et il me reste à annoncer le prix du jury. Et là, nous avons fait un choix. C'est d'en choisir un qui est ressorti nettement chez nous tous, dans le jury. Et ensuite, nous avons pratiquement une égalité entre beaucoup d'autres, ce qui montre bien ce que je vous disais au début de cette soirée, le niveau général est quand même assez extraordinaire. Vraiment, vraiment.
Vraiment. Alors, je ne dirais pas que c'est dû au conseil que nous avons donné pendant les sélections pour vous faire progresser. Je n'aurais pas cette prétention-là. Mais vraiment, c'est exceptionnel la façon dont vous abordez le public, la façon dont vous l'aspirez dans votre façon de vous exprimer. Vous êtes avec nous, avec quelques nuances avec les uns et avec les autres, mais véritablement, ce niveau général étant extrêmement touchant pour nous qui sommes des pédagogues, nous avons décidé de ne choisir qu'une seule personne, qui a donc le prix du jury cette année. Elle est sur scène. C'est Kylian. Voilà, Kylian.